bonsoir à tous et merci d'être là pour cette 5e et dernière séance de mon cycle donc Philosopher en dehors des clous dans le cadre de l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux. Ce cycle, cette année, donc, a été consacré au sociologue Louis Pinto qui m'a fait l'amitié d'accepter un dialogue de clôture ce soir où on va revenir donc, sous la forme d'un abécédaire sur certains aspects de son œuvre et de sa pensée, et aussi des thèmes qu'on n'a pas abordés. Donc je rappelle que Louis Pinto est né en 1946, qu'il est directeur de recherche émérite au CNRS, qu'il est l'auteur d'une vingtaine de livres et de plus de 150 articles, et que ses domaines de spécialité sont la sociologie des intellectuels, d'un côté, majoritairement, et de l'autre, la consommation et la figure du consommateur. Donc, mon cher Louis, merci d'être là. Peut-être prendre ton... Oui, ou rapproche, ou prends ton... Oui. Je peux le mettre comme ça. Merci d'être là. Alors, la première question que je voudrais te poser avant de commencer notre petit abécédaire, et je vous préviens, on ne va pas faire toutes les lettres de l'alphabet parce qu'on n'a pas le temps, donc j'en ai sélectionné certaines. Donc tu as vu les 4 conférences que j'ai consacrées à ton travail. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a semblé être un compte-rendu à peu près fidèle, à défaut d'être complet, de ton œuvre, disons, ou de ta pensée? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et ce cycle que tu as organisé. En ce qui concerne les présentations que tu as faites lors des précédentes séances, je dois dire que je suis tout à fait admiratif. Je ne m'étais jamais livré moi-même à cet exercice de présenter comme ça mes propres livres, même si dans mon enseignement, je peux évidemment utiliser tel ou tel aspect, mais sous cette forme systématique, globale, synthétique, etc., au fond, je ne m'étais jamais vu de cette façon-là, et j'en suis d'autant plus reconnaissant. Donc c'est un exercice qui était, pour moi, auteur, parfaitement réussi. Je n'ai rien trouvé à redire. Je trouvais même que c'était bien, qu'il y avait des aspects qui étaient mis en avant. Voilà, je le dis sans aucune forme de flatterie. Je trouve que c'était très bien. Rien à redire. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va commencer notre abécédaire avec B comme Bourdieu. Alors, je voudrais juste rappeler, avant de te poser ma question sur Bourdieu, que comme vous le savez, peut-être comme vous en avez entendu parler, on commémore les 20 ans de la disparition de Pierre Bourdieu, c'était le 23 janvier 2002, et qu'il y a un certain nombre de publications pour commémorer cet anniversaire, notamment la publication du livre Microcosme, théorie des champs, chez Raison d'agir, également le dernier cours du Collège de France, l'intérêt au désintéressement. Ça, donc, c'est chez Seuil, Raison d'agir, et également, parmi les publications les plus importantes, une version augmentée du volume Intervention 1961-2001. Alors, cela étant dit, cher Louis, donc, tu es un disciple de Bourdieu, on le sait, tu lui as consacré un livre en 1997, Pierre Bourdieu et la théorie du monde social, un livre dont Bourdieu d'ailleurs pensait que c'était pour le coup un compte-rendu, enfin une présentation fidèle de son travail, hein, il l'a dit publiquement. Alors comment est-ce que tu te situes par rapport à Bourdieu, puisque finalement tu reprends ses outils, tu reprends sa méthode, tu es un bourdieusien, on peut le dire, mais la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as déjà été amené à avoir un rapport critique avec son héritage, avec certains de ses concepts, avec certains de ses instruments, ou est-ce que finalement tu es, disons, un bourdieusien parfaitement orthodoxe? Alors, comment être un bourdieusien orthodoxe? C'est une grande question. On peut l'être par rapport à des adversaires qui estiment que tout ça c'est une école, voire une secte. Nous avons malheureusement beaucoup d'adversaires, parmi lesquels des gens comme Nathalie Hennig et d'autres, qui estiment que nous sommes une secte. Alors, étant donné ce qu'est la pensée de Bourdieu, la pensée
expression me paraît un peu pratique. Je dirais plutôt l'œuvre, le travail de Bourdieu. C'est un travail qui est foncièrement critique, qui analyse incessamment des présupposés, qui se remet en cause, qui établit de nouvelles, qui est très inventif aussi. Donc, ayant eu comme modèle ce type de démarche intellectuelle, je pense qu'on est enfin, on peut jurer de rien, mais enfin, on est préservé, j'espère, de quelque chose comme une orthodoxie. Voilà. Mais bon, le travail reste à faire peut-être pour d'autres qui étudieront les différents courants, les différents types de chercheurs qui ont gravité autour de lui, qui pourront, et donc on pourra juger que tel ou tel était un épigone sans originalité, etc. Voilà, oui, parce que c'est ça, les attaques, c'est soit c'est l'orthodoxie de type stalinien, ce qui est complètement grotesque, soit des épigones, c'est-à-dire des gens de bonne volonté mais qui manquent de génie et qui se contentent de continuer plus ou moins bien, plutôt mal, ce qui avait été initié par quelqu'un d'autre. Voilà, alors, c'est pas pour me défausser de la question. La question, quand on travaille, c'est pas se dire est-ce que je suis fidèle à Bourdieu ou est-ce que je m'en écarte. C'est, voilà, je suis en train de commencer une nouvelle recherche. De quels instruments je dispose, qu'est-ce que je vais pouvoir mobiliser. Bien, selon les domaines, les précédents qu'on peut trouver chez Bourdieu peuvent être plus ou moins achevés. Par exemple, si je travaille maintenant sur tel aspect de la sociologie de l'éducation, bon, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir innover d'une manière globale, parce que je pense que les lois de la reproduction scolaire ont été quand même montrées en détail. Alors on peut toujours affiner, évidemment, mais bon. Par contre, il y a d'autres aspects. Alors moi, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, j'ai travaillé sur l'invention du consommateur, l'invention de la catégorie de consommateur, et au fond, Bourdieu n'avait pas du tout abordé ce genre de domaine, enfin, et donc au fond, quand j'ai commencé à travailler, en quoi je pouvais m'appuyer sur la sociologie de Bourdieu. Alors je dirais par exemple l'idée même de faire une genèse historique de la figure du consommateur. Oui, en cela, j'étais redevable à Bourdieu, mais d'une manière que je dirais générale, globale, pas dans le détail. Le détail, c'était à moi de faire le travail. Ensuite, je pouvais disposer d'un certain nombre de travaux qui avaient été menés sur les rapports entre les porte-paroles et la base. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement consommateur, par exemple. Il y a un mouvement consommateur et qui sont ces porte-paroles? Est-ce que la base, quelle est la base de ces gens-là, etc. Voilà, ce genre de questions. Oui, on pouvait trouver des suggestions dans la sociologie de Bourdieu ou des travaux qui étaient menés par d'autres chercheurs. Parce que quand on dit Bourdieu, il faut rappeler aussi que c'est quand même il y avait une équipe avec des gens qui ont été importants. Certains sont connus, comme Luc Boltanski, et d'autres chercheurs moins connus qui ont pu faire des travaux tout à fait importants. Voilà. Autre aspect extrêmement important que j'ai trouvé dans cette sociologie, c'est la critique des mots. Et on ne peut pas, quand on fait après Bourdieu de la sociologie, prendre des mots comme ils viennent, comme ils se donnent. Et donc, travaillant sur l'invention du consommateur, je devais d'abord me poser la question, non seulement du consommateur, mais de toutes ces notions qui vont autour, en particulier la notion de société de consommation. Voilà. Donc j'estime qu'un apport de ma part sur ce point-là que je revendique, voilà, dont je suis assez content, enfin, vous voyez ce que je veux dire, content, l'impression d'avoir fait quelque chose, quoi.
eh bien, c'est de dire la société de consommation, il ne faut pas la prendre comme ça, comme une notion toute innocente, en disant ah ouais, oui, on est dans une société de consommation. Je vous signale que, bon, pas besoin de vous le signaler, on vit dans ça actuellement, hein, de plus en plus, les gens refusent la société de consommation, voilà, cette notion va de soi. Il y a un livre, il y a 2 livres qui ont été publiés récemment. Qui reviennent là-dessus, qui reprennent cela. Donc moi j'ai voulu montrer que cette notion de société de consommation elle était apparue dans les années 60 dans un certain contexte idéologique, politique. Il y avait des agents des gens qui étaient intéressés à cela, qu'ils avaient un certain type de présupposés. J'ai notamment analysé le cas de gens comme Henri Lefebvre ou Jean Baudrillard. Voilà. Bon. Oui, d'accord. Non, mais c'est bien que tu parles un peu de la société de consommation et de l'invention du consommateur, parce que c'est vrai que moi, j'en ai pas du tout parlé. Enfin, j'ai évoqué, voilà, parce que on sait que c'était pas directement mon objet, donc c'est vrai que c'est bien que c'est important. Mais bizarrement, toi, tu mettrais plus... J'ai retrouvé des philosophes dans un terrain où apparemment ils n'étaient pas comme ça. Quand j'ai commencé à travailler, je ne pensais pas tellement aux philosophes, je pensais à d'autres gens. Oui, c'est vrai. Mais ils sont très importants. Et bizarrement, tu mettrais plus en avant ton apport sur la question de la sociologie de la consommation que sur la sociologie des intellectuels, sur lequel tu as quantitativement beaucoup plus publié quand même. Non, alors là, puisque par exemple il y a des points où, alors ayant fait ce préambule pour vous dire, comme ça la recherche, on est contre, on est pour, etc., on est héritier ou on n'est pas héritier, il y a des points où je ne suis pas convaincu par ce qu'il a pu dire. Par exemple, il a beaucoup insisté sur le rôle du déclassement de la catégorie inférieure des membres de l'enseignement supérieur au milieu des années 60, en disant comme ce sont des gens dont les perspectives de carrière sont bouchées, ils sont portés à une attitude contestatrice, etc. Et c'est pas sans lien avec ce qui va se passer en 68. Sur ce point-là, je n'étais pas d'accord. Je pense que au contraire, la conjoncture était plutôt faste. On rêverait aujourd'hui de se retrouver dans la même situation où il y avait quand même une ascension. Et même si les gens n'avaient pas tout de suite un poste de professeur, ils étaient recrutés comme assistants ou maîtres assistants à l'époque, etc. Bon, 10 ans après, ils pouvaient avoir des espérances raisonnables d'être nommés professeurs. Et au contraire, ce qu'ils voyaient dans l'immédiat, c'est la possibilité d'être recruté dans le supérieur, à quoi rêvent beaucoup de gens actuellement, dans une perspective, dans une conjoncture beaucoup plus étriquée, et la possibilité aussi d'innover pédagogiquement en proposant des thèmes qui étaient inconcevables 10 ans auparavant. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une période plutôt faste et pas une période sombre. Sur ce point-là, je suis. Voilà, écoute, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, un petit désaccord. Franchement exprimé. Alors, c'est comme connaissance de soi. Alors, question. Donc, la connaissance de soi, donc tout le monde connaît la phrase de Socrate, hein, connais-toi toi-même. Pourquoi les philosophes, ça c'est une question que je me suis souvent posée quand j'ai lu tes livres, notamment tous les textes sur les professeurs de philosophie et les philosophes en général, pourquoi les philosophes qui prônent la connaissance de soi donc, sont-ils si réfractaires à la sociologie qui offre des instruments irremplaçables pour se connaître soi-même? Alors ça c'est une question qui me... Voilà. Oui. Alors un sociologue pourrait répondre à cette question d'une manière sociologique en disant quand les philosophes entendent le précepte socratique « connais-toi toi-même », au fond, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Souvent des discours très rhétoriques qu'ils proposent, connais-toi toi-même, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on étudie sa propre origine sociale? Est-ce qu'on met en question son enseignement? En quoi ça consiste? L'intérêt, je pense, de la sociologie, c'est d'essayer de substituer à des terminologies indéfinies, faussement universelles, abstraites, intemporelles, de substituer des questions concrètes, quoi, comme celle-là,
vient de dire. Alors, les philosophes, certains philosophes, notamment les philosophes les plus orthodoxes, les plus scolaires, etc., ont horreur de la sociologie. Oui, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Voilà, c'est de l'impérialisme, c'est de la réduction, c'est la barbarie, quoi, au fond. Au contraire, certains philosophes estiment que la sociologie ne pose pas de problème et qu'elle peut être au contraire un complément, un auxiliaire, etc., à une démarche philosophique, qu'un philosophe peut parfaitement se poser des questions concernant l'origine sociale. Moi, j'ai entendu des philosophes, je ne donnerai pas de nom, mais qui admettaient parfaitement l'idée qui se posait des questions, par exemple, très simples de génération, et pourquoi dans telle génération, un tel a fait tel et tel choix, qu'est-ce qui le prédisposait à faire tel choix de sujet, de carrière, etc. Et pourquoi, pour tel autre, l'origine provinciale a beaucoup pesé, même sous des formes détournées. Voilà. Les gens peuvent parfaitement accepter en philosophie ce genre de questions. Mais je reconnais que ce n'est pas l'orthodoxie disciplinaire. Voilà. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a une connaissance de soi que permet la sociologie, qui est plus concrète, peut-être plus précise que effectivement, l'introspection classique prônée par les philosophes. Alors, on reste un petit peu chez les profs de philo. Alors, dès comme dissertation. Dans la vocation et le métier de philosophe, il y a tout un chapitre sur la dissertation. Alors, on connaît l'importance de la dissertation et pourquoi cet exercice a-t-il pris une telle place, une telle importance en France, notamment dans l'enseignement de la philosophie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que ça a produit des effets sur la manière de penser des philosophes qui, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est une formule que tu emploies, mais pour certains d'entre eux, quand ils écrivent un livre ou un essai, ne sont jamais encore totalement sortis de l'école, quoi. Oui. La dissertation est un exercice qu'on trouve au baccalauréat et qu'on trouve aussi à l'agrégation de philosophie, où il y a la première épreuve, je ne sais pas si c'est... Ça n'a pas changé. S'appelle... composition de philosophie générale. Philosophie générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème. Alors il y a un débat actuellement, mais ce débat est très déséquilibré. Certains disent, mais au fond, pourquoi la philosophie n'aurait pas des programmes exactement comme on le trouve en biologie, en physique, en mathématiques, etc. Mais alors, excuse-moi, je te coupe la parole 2 minutes. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que quand on regarde les programmes, par exemple, le programme de l'agrégation de philosophie dans le bulletin officiel, ça fait 4 lignes. On dit le programme, je sais pas, le thème c'est l'individu, les auteurs, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, Platon et Marx, stop, c'est fini. Et quand je regarde par exemple le programme de l'agrégation de mathématiques, on dit voilà, ça fait 10 pages, les candidats doivent avoir vu tel thème, tel problème, tel ça, ils doivent être capables de répondre à telle question, telle question, telle question. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil en philosophie en fait? Alors sur l'individu, il faut avoir vu ça, 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 être capable de répondre à tel problème, etc. etc. Mais c'est toujours cette espèce de côté un petit peu panoramique et indéfini, quoi. Voilà. Oui. Alors pendant une trentaine d'années, il y a eu des débats sur justement de nouveaux programmes de philosophie, et à chaque fois, ces propositions, les propositions de réforme ont échoué. Au fond, sur la même base, c'est-à-dire l'idée que la philosophie ne pouvait pas être enfermée dans des recettes, dans des règles, et que le propre du philosophe, c'est de pouvoir improviser sur à peu près n'importe quel sujet. Enfin, d'où la dissertation, c'est-à-dire la dissertation, c'est un exercice que l'on doit pouvoir réussir en l'absence même de connaissances sur un terrain déterminé. C'est-à-dire, imaginez, je ne sais pas, on est à traiter des
méthode de l'induction, je ne sais pas, en sociologie des sciences, philosophie des sciences, bon, ça demande quand même tout un programme de connaissances. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça. Enfin, et à ce moment-là, c'est pas sûr que la formule dissertation soit satisfaisante, parce qu'on ne peut pas aboutir à une espèce de synthèse à la fin, ou finalement... Bon, tandis que sur des sujets mous, indéfinis, eh bien, on peut mettre en œuvre cette espèce de gymnastique formaliste, formelle, qu'est la dissertation. Voilà, grosso modo, enfin, je dirais ça. Donc oui, ça correspond à une certaine représentation qu'on se fait du philosophe, un petit peu comme spécialiste des généralités, ou capable d'avoir un avis sur tout, capable de parler de tout de façon brillante. Enfin, il y a un côté un petit peu rhétorique aussi dans l'exercice. Oui. Et alors, les philosophes peuvent sortir effectivement de l'école, et puis ensuite on les retrouve sur les plateaux de télévision en train de répondre d'une manière aimable à des questions, mais ils ont toujours une réponse, ils refusent jamais de répondre, toujours quelque chose à dire, parce qu'ils ont ce savoir-faire qui leur permet c'est inconscient dissertatif, on pourrait dire. Voilà. Je ne crois pas que tu emploies le mot. Je me rappelle Derrida qui avait été interviewé, on lui avait dit voulez-vous nous parler de l'amour? Alors il a commencé par dire oh non, on ne peut pas traiter ça comme ça. Et puis en une seconde, il s'est pris au jeu, il a commencé à dire là-dessus, je vous dirai, etc. L'amour, ce n'est pas. Voilà. Oui, donc effectivement, c'est. Dissertateur un jour, dissertateur toujours. C'est la force de l'habitus. Bon. Alors justement, le H, ça me fait une transition, n'est pas habitus, mais c'est humour. C'est un thème trop peu exploré en sociologie. Alors ma question, en fait, ça va être assez vaste, mais c'est comment expliquer les effets comiques de l'objectivation en sociologie. Alors je voudrais juste citer quelques passages. Je précise que c'est pas moi. Hein. Oui, ça je crois que tout le monde a vu. Alors, j'avais cité ce texte lors de la séance numéro 2, au début de la vocation et le métier de philosophe, tu dis, page 16, « Et si un effet comique peut parfois accompagner la lecture proposée des textes, il tient non pas à quelques dispositions espiègles du commentateur, mais à la nature même de l'opération d'objectivation scientifique, qui donne à voir, derrière un texte conforme à des censures internes pesant sur sa lecture, les principes d'engendrement que seule une transgression des normes de lecture permet de rendre patents. » Alors, je cite un autre passage, alors là, plus sur la figure du prof de philo, qui m'a un petit peu amusé dans la vocation et le métier de philosophe, où tu écris parmi ses collègues du secondaire, le professeur de philosophie paraît être quelque peu ailleurs et jouit de certaines tolérances. Le droit d'être discret, de négliger les conventions telles que l'horaire, il lui arrive de déborder dans la précipitation inspirée des dernières minutes de cours, enfin d'être impatienté par les servitudes scolaires, le bac, la rentabilité immédiate, etc. Donc quand j'ai lu ça, forcément ça m'a beaucoup parlé et j'ai beaucoup souri. Et alors sur la question de l'effet comique produit par la lecture sociologique des textes philosophiques, alors je voudrais prendre un exemple, c'est Michel Serres, parce que dans les 2 séances que j'ai consacrées à la vocation et le métier de philosophe, j'ai un regret, c'est que je n'ai pas parlé de la 3e partie, par manque de temps, 3e partie où tu analyses 12 leçons de philosophie données par des philosophes pour le journal Le Monde en 1982, si je dis pas de bêtises, et comme ça te permet de balayer tout le spectre sociologique de, disons, l'académisme le plus orthodoxe représenté par Ferdinand Alquier, jusqu'au, on parlait de Derrida justement, alors je ne sais pas comment il faudrait dire, pas le côté hérétique, mais comment dire, ce serait quoi l'opposé L'avant-gardisme. Oui, voilà, l'avant-gardisme, disons un petit peu qui joue le jeu tout en se jouant du jeu. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Et alors, parmi donc les textes que tu examines qui ont été donnés par Le Monde, il
il y a le texte de Michel Serres qui s'appelle Réalité avec un S. Dans le texte, donc c'est un texte un petit peu à la Michel Serres, un petit peu inspiré, dans lequel Michel Serres, alors je cite notamment ces deux phrases-là pour montrer après le commentaire que tu vas en faire. Alors, Serres écrit dans ce texte « La mise en doute pratiquée par Descartes ne fut pas seulement un exercice d'écolier ni une assesse solitaire. Ce fut un immense mouvement d'histoire, et la force s'en mêla. Le visible s'en alla, s'évanouit dans l'invisible. On méprisa les qualités, la qualité. Un autre invisible vint vers nos yeux. » Deuxième phrase, « Nul ne vit plus le moiré de la mer. Tout le monde chercha le lointain, le profond et les rendit sensibles. On peut dire qu'on est face à l'immédiat et le patron à la morue n'eut rien à dire. » Parce qu'on va voir qu'il y a une histoire un petit peu de bateau, de marin. Bon. Alors, voilà le commentaire que tu proposes. Donc, ce que j'ai appelé portrait sociologique de Michel Serres en vieux loup de mer. Alors, tu écris, donc c'est page 286, « À l'esprit vigilant reste la stupéfaction de découvrir au beau milieu des souvenirs de morutiers en bourlingue, des portraits de capitaines et des inventaires de tracasseries administratives. Après une rasade de vieux Rome, une pensée sur Descartes, comme on en trouve qu'en haute mer, quand les détails s'effacent et qu'il en reste la quintessence rare et dense. » Donc ça, c'est sur la phrase G. Et tu ajoutes « Le ton de malice symbolise une confrérie de vieux loups qui, affranchis de l'apparat savant qui figure dans l'édition Adentamri des œuvres de Descartes, savent reconnaître la saveur de l'important dans la simplicité d'un mot qui n'a l'air de rien. » Alors, la première fois que j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire, quoi. J'ai dit « Mais oui, c'est tellement bien vu !» Et alors voilà, donc question, en fait, pourquoi est-ce que, c'est une question que je me pose depuis longtemps, pourquoi est-ce que l'objectivation sociologique, alors peut-être particulièrement pour les intellectuels, ça produit cet effet de comique, et c'est vraiment très drôle, quoi. Oui. Je pense qu'il y a une affinité entre la sociologie et l'humour. Enfin, alors évidemment, la sociologie est une science, donc le but n'est évidemment pas de faire rire les gens, mais du fait même qu'elle objective, qu'elle essaye de montrer les choses sous un autre angle que l'angle officiel, public, légitime, ordinaire, eh bien la sociologie bouscule et révèle des choses justement inaperçues, des rapprochements, par exemple, entre des univers différents. Voilà, et je pense que cet effet est d'autant plus puissant que la sociologie s'en prend à des dominants, alors des dominants au sens large du terme, c'est-à-dire pas seulement la grande bourgeoisie, mais aussi des dominants dans des espaces déterminés, comme par exemple celui de la philosophie. Et je pense au mot de l'Évangile, celui qui s'abaisse, je l'élève, et celui qui s'élève, je l'abaisse. Bon, voilà, alors d'où je pense l'effet comique quand on s'en prend à des grandes figures qui sont célébrées. Enfin, Serres a été adoré par toute la presse. Enfin, j'avais fait un petit travail là-dessus. Ce serait intéressant de généraliser, de dire quel est le panthéon journalistique des grands intellectuels français. Il y a Serres, il y a Edgar Morin, il y a donc des gens... Oui, d'ailleurs, excuse-moi, mais ça fait penser que le Nouvel Obs, il faut quand même qu'on prononce une fois le nom de cet hebdomadaire ici, ouais. Mais ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas eu un classement des intellectuels. Oui. Ça fait longtemps. Le point de classement, on voit là, qui sait, je peux le donner, le classement. Enfin, voilà, c'est... Donc voilà, quand on s'en prend à Michel Serres et qu'on essaye de montrer que on peut faire autre chose de son texte qu'un commentaire de professeur inspiré, enfin, qui redouble en quelque sorte le discours de Serres, en montrant au fond quel est ce type, pourquoi il joue avec cet usage précieux du français. Hein, je dis au fond, quelque part, je dis que c'est un espèce de paysan qui a choisi la mer. Hein. Vous savez, l'effet paysan, c'est-à-dire la terre, l'enracinement, les saveurs. Il joue de tout ça, mais transposé à la mer. Enfin bon, voilà. Et pourquoi ça remplit une fonction dans son
dans son discours, dans sa position, dans l'espace des philosophes, où il se démarque des avant-gardes. Alors ça, de plus en plus en vieillissant, des avant-gardes. Il détestait Foucault, il détestait tous ces gens-là. Bon, c'était un conservateur qui prenait de plus en plus une allure de vieux hobereau provincial, mais très subtil, très fin. Et c'est comme ça que les médias le présentaient, un Gascon chaleureux, hein, je me souviens de ça. Voilà. Oui, c'était un petit peu le bon grand-père qui expliquait la science à ses petits-enfants au dessert. Oui, c'est ça. Et cultivant, alors on appréciait beaucoup son accent aussi. Oui, c'est bizarre parce que Bourdieu a souvent dit que l'accent, ça pouvait être un stigmate, justement. Oui. Et lui en jouait. Et voilà, donc pourquoi la sociologie peut être comique. Alors je dois dire que pour moi ça a été un peu frustrant parce que au fond ce type d'exercice n'a pas eu tellement de suite en sociologie. Je mets au défi beaucoup de sociologues aujourd'hui de dire je vais vous faire des commentaires de textes sociologiques, des commentaires sociologiques de textes. Oui, c'est vrai. Oui. En disant voilà comment c'est construit, comment ça fonctionne, pourquoi n'importe qui ne peut pas se permettre de faire du Derrida ou de faire du Serre, voilà. Comment au fond Alquier était le modèle pour tout le monde, quoi. C'est le professeur très méthodique. Voilà. Mais pour avoir cette attention au texte, il faut peut-être justement avoir, comme tu as eu, une méthode, une formation de philosophe, justement, peut-être qui te rend plus sensible à l'exercice du commentaire de texte. Peut-être que d'autres sociologues qui n'ont pas cette formation, enfin je sais pas. Non, je pense que surtout le mérite de la connaissance indigène que j'avais, c'est ne pas être intimidé, je pense. Un non-philosophe dire attention, peut-être je vais dire des bêtises, je vais être peut-être violent. Enfin bon. Oui, bon, toi finalement tu étais normalien, tu étais agrégé de philo, tu avais tes papiers en règle, donc tu pouvais dire voilà. J'avais rien à perdre. Et alors je voulais compléter un petit peu ma question. Bon, je pense aussi, en fait c'est une vieille histoire, j'avais moi un passage qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est dans le livre sur le Nouvel Obs, ton premier livre, là, l'intelligence en action, c'est encadré que j'ai cité pour le coup, là, j'envoie le public à la séance numéro 1, c'est encadré sur Jean Daniel qui est vraiment mais à mourir de rire, enfin vraiment c'est absolument génial. Et justement, je m'interrogeais sur le fait que souvent j'ai l'impression que l'humour est plus présent dans les encadrés que dans le texte, enfin, entre guillemets, théorique. Et ça me fait, et j'ai l'impression, alors ça me fait penser à ce que disait Bourdieu sur la distinction, quand il disait que les encadrés lui demandaient plus de travail, et notamment un travail d'écriture, parce qu'on va reparler de littérature après, un petit peu littéraire, à la Flaubert, il disait, que les encadrés, ils les travaillaient différemment que le texte, entre guillemets, scientifique. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi ? Oui, parce qu'un encadré, c'est un petit exercice de virtuosité, puisqu'on doit condenser une analyse dans un espace très limité. Hein. Un encadré, ça prend au maximum une page. C'est un peu comme une chronique de journal, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, c'est quelque chose qui doit être dense et suggestif. Donc ça doit être écrit, au bon sens du terme, voilà, pour faire voir des choses. Entre parenthèses, la technique de l'encadré sociologique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je dois beaucoup à la revue Actes de la Recherche, dirigée par Bourdieu, où la question des illustrations, des documents, de la présentation de documents, de matériel, etc., était très importante. Et alors, puisqu'on parlait de Bourdieu avant, est-ce qu'on peut dire que c'est Bourdieu qui a inventé cette tradition ou cette culture de l'encadré, ou ça existait avant lui ou... Je pense qu'il l'a largement. En tout cas, il l'a, parce que habituellement, des encadrés, à la rigueur, ça pouvait être des petits ajouts comme ça informatifs. Là, l'encadré s'est élargi à n'importe quel type de matériel. Ça peut être des photos, ça peut être je sais pas, des listes, des extraits d'interviews, voilà. Ou un portrait de Jean Daniel, quoi. Oui, tout à fait. Paix à son âme.
Alors oui, j'en profite pour rappeler aux auditeurs que tu as écrit un article, tu as publié un article en 2019 qui s'appelle « La sociologie peut-elle susciter de l'émotion » hein, c'est en lien avec cette question de l'humour. Alors, quelle est ta thèse finalement, en gros, en quelques mots dans cet article sur le rapport entre sociologie et émotion? Parce que bon, tu l'as dit, la sociologie est une science, donc on a l'image un peu objectiviste, etc., etc. Donc le sociologue, bon, qu'est-ce que comment tu réponds à cette question? La sociologie peut-elle susciter de l'émotion? Bon, je distinguais, mais je ne vais pas reprendre toute l'analyse, je distinguais plusieurs types d'émotions ou d'intérêts, si vous voulez, qu'on peut avoir. Il peut y avoir des intérêts que j'appellerais scolastiques, c'est-à-dire le simple fait de travailler conformément à des règles de l'art. Bon, alors on peut être content d'avoir publié un livre parce qu'il est bien fait, il y a des notes, mais enfin, à part ça, ce qu'apporte ce livre, bon, c'est une question qui reste pendant. On peut avoir, à part ça, des belles pulsions expressives, c'est-à-dire dire ben, j'ai dit ce que j'avais, moi, fils de paysan, je me suis exprimé, Bon, pulsions expressives. Et puis il y a ce que j'appellerais des pulsions de connaissance, c'est-à-dire tout simplement l'enrichissement du fait qu'on va comprendre des choses sur le monde et sur soi, ou sur son rapport au monde, sur les deux. Enfin, bon. Et je pense que la sociologie, si elle est bien faite, apporte, enfin satisfait un intérêt de connaissance de ce type. Il y a un plaisir de se connaître, un plaisir qui n'est pas dépourvu parfois de souffrance. Oui. Voilà, on ne se découvre pas merveilleux, etc. Au contraire, on peut se trouver. Mais en même temps, on comprend, et ça, c'est un côté libérateur et générateur de plaisir. Ah oui, non, c'est vrai, tout à fait, je confirme. Alors, I comme intellectuel, alors c'était une entrée qui était inévitable parce que tu es quand même le sociologue des intellectuels en France, on peut le dire. Bon, en tout cas, tu es vraiment incontournable sur le sujet. Alors, dans un entretien sur France Culture en 2018, sur le livre L'invention du consommateur, justement, donc, je renvoie les auditeurs à cet entretien qu'ils peuvent trouver sur YouTube. Tu te moquais de ce que tu appelles les sociologues chics, qui étudient les mouvements politiques chics type Podemos. Mais justement, et toi tu disais, moi finalement dans la consommation c'est très plat, il n'y a pas d'idée, quoi. Bon, c'est vraiment. Mais justement, la question que je me posais, c'est les intellectuels, sur lesquels tu as tant travaillé, est-ce que c'est pas l'objet chic par excellence? Puisque en tant que sociologue, tu te mets dans la position de surplomb du démystificateur. Voilà, donc première question. Et autre question, est-ce qu'il n'y a pas un grand écart entre tes deux thèmes de recherche, les intellectuels d'un côté et la consommation de l'autre? Et comment l'expliquer? Alors au départ, la cohérence de mes orientations, je réponds à cette question. Au départ, j'avais choisi la consommation précisément parce que ça me semblait très distant de l'univers des intellectuels. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu cet univers, mais l'univers des mouvements consommateurs, l'UFC, vous devez connaître, l'UFC que choisir. Bon, c'est pas un univers flamboyant, surtout pour des intellectuels. Je pense qu'aucun intellectuel ne s'intéresse à des militants de l'Union fédérale des consommateurs. C'est un objet par excellence terne. Le mouvement le thème de la consommation est mal représenté dans l'espace politique, dans le champ politique. Il y a de temps en temps un secrétariat d'État qui disparaît, qui réapparaît. C'est toujours. Voilà, donc je m'étais dit, au fond, je vais essayer d'étudier un univers pour moi improbable. D'abord, ça me fera un bon exercice pour justement ne pas me cantonner dans l'univers intellectuel. Je ne veux pas être un intellectualocentriste. Voilà, je fais du travail de terrain où j'ai rencontré d'autres gens que des intellectuels. Bon, alors il se trouve ensuite qu'après bien des années de recherche, ayant fait ces travaux, ayant travaillé
sur l'administration gouvernementale, etc. Je me suis intéressé aux textes qui avaient été produits. Donc d'une manière assez tardive, je me suis mis à lire les Henri Lefebvre et autres Jean Baudrillard. Et donc, c'était des intellectuels qui ont parlé de la consommation, avec leur point de vue, bien entendu. Et c'est une des questions que je me suis posée, c'est lorsqu'ils parlent du monde de la consommation, est-ce qu'ils parlent d'eux-mêmes face à la consommation ou est-ce qu'ils parlent de la consommation? Voilà. Mais effectivement, la question du rapport à l'objet. La question réflexive, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus et au nom de quoi je vais dire qu'il y a des besoins artificiels. C'est un thème qui est en plein retour actuellement, c'est quelque chose d'hallucinant. Oui, c'est vrai. Je n'en reviens pas. Donc les gens décident qu'il y a des besoins artificiels et que les pauvres masses sont prises dans ces besoins. Voilà, ça a été inventé donc, dans les années 60. Et donc j'ai retrouvé, quasiment au terme de mon parcours sur la consommation, j'ai retrouvé des intellectuels, ce qui concrètement, dans le livre que j'ai publié, représente un chapitre entier, pas l'intégralité du livre, mais enfin un chapitre important pour comprendre cet univers. Donc, il y a souvent des intellectuels là où on ne soupçonne pas qu'ils puissent se trouver. Ah oui, d'accord. Je pense. Et le domaine de la sociologie des intellectuels, quand tu as commencé à t'y intéresser, disons à partir de la deuxième moitié des années 80, quoi, parce que bon, le livre sur le Nouvel Obs, c'était à la frontière de la sociologie de la culture et de la sociologie des intellectuels. Après, tu t'es plus franchement engagé vraiment dans le domaine de la sociologie des intellectuels. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était considéré comme un domaine de recherche chic, entre guillemets, ou c'était pas tellement valorisé? Difficile à dire. Chic, d'abord, il n'y avait pas grand monde qui travaillait là-dessus. Il y avait des gens qui faisaient de la sociologie de la littérature. Ça a commencé, hein. Des gens qui sont aujourd'hui peu connus, je pense à quelqu'un qui s'appelle Rémi Bonton, qui avait fait des choses admirables, qui n'a pas poursuivi, malheureusement. Voilà, il y avait des gens comme ça. Mais non, c'était pas tellement. Mais ça comptait beaucoup pour Bourdieu. Enfin, il estimait, parce que Bourdieu avait lancé plusieurs programmes en même temps sur des domaines très différents. Il estimait que le domaine des intellectuels était très, très important, y compris pour la sociologie, parce que la sociologie gagne à se penser elle-même, puisque les sociologues sont eux-mêmes intellectuels, évidemment. Alors, on va passer à l'aide suivante, donc qui est M comme mode, et en particulier les modes intellectuels. Alors, la question est, la sociologie apprend-elle à se méfier des modes intellectuels? Et je voudrais citer un passage de Jean-François Revel dans Pourquoi des philosophes sur cette question. Comment est-ce qu'une philosophie succède à une autre? Alors, Revel écrit, par exemple, comment est-ce qu'on passe de l'existentialisme au structuralisme, puis du structuralisme au retour de l'individu dans les années 80, etc. Alors, Revel dit aussi, le passage d'une philosophie à une autre n'est-il pas du tout la conséquence d'une réfutation de ce que le système précédent contenait de faible? Une philosophie est remplacée, elle n'est jamais réfutée. Quand elle règne, aucune objection ne peut amoindrir son autorité. Quand elle est détrônée, aucune plaidoirie ne peut la sauver, même dans ce qu'elle a d'intéressant. Ces pires inanités étaient inattaquables pour la majorité des esprits au cours de sa période faste. Ces éventuelles bonnes idées deviennent indéfendables pour les mêmes esprits dès qu'elles se décomposent. Le langage philosophique nouveau devient à son tour pour quelque temps invulnérable. C'est pourquoi la chute d'une philosophie est aussi irrémédiable que son ascension avait été irrésistible. Elle pourra être bien sûr l'objet de l'attention des historiens, mais jamais plus elle ne connaîtra cet état de grâce qui lui permettait de paraître ouvrir toutes les portes sans rencontrer de résistance sérieuse. Et c'est en vain qu'elle s'indigne de voir un système plus jeune lui succéder dans ce rôle, et qu'elle demande sur quelle preuve se fonde cette nouvelle gloire pour s'emparer de la baguette du chef d'orchestre. Revel conclut, de preuves, elle n'en a ni plus ni moins que n'en avait la vieille diva dans sa jeunesse. Une philosophie n'a pas de preuves, elle n'a que des épreuves. La perfection avec laquelle une doctrine en remplace une autre vient de ce que, dans un cadre verbal différent, elle satisfait les mêmes besoins. Voilà, alors
Bon, tu peux réagir sur la citation de Revel et sur la question des modes intellectuels et des successions. C'est un constat un peu indéniable, c'est-à-dire que l'existentialisme s'est construit pas tellement d'une manière argumentée contre la philosophie intellectualiste des années 1930, philosophie antérieure. C'était surtout des slogans, en fond, qui ont été mis en avant. Et l'existentialisme, ensuite, dans les années 60, a été victime aussi des attaques qui ne sont pas seulement des arguments, c'est des imageries, des mythologies. Oui, c'est Michel Foucault qui nous dit Sartre, c'est le 19e siècle, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, c'est plus puissant que des arguments, je pense. Que oui, c'est ça. Oui, ça, je suis assez d'accord sur cette ligne. Alors oui, pour répondre à la question, il y a des modes. Il y a des modes, y compris en sociologie, malheureusement. On le voit, par exemple, les modes, on voit par exemple à travers les sujets qui intéressent les étudiants. Quand ils veulent faire un mémoire, ou quand ils proposent un sujet de thèse, évidemment, on voit apparaître certains sujets, des sujets qui sont inexistants. C'est-à-dire, j'ai pris là des sujets improbables, la sociologie des apiculteurs. Qui va faire ça? Personne. Mais même des sujets beaucoup plus triviaux, c'est-à-dire, pour imaginer faire la sociologie des marchands de chaussures de la rue du commerce, dans le 15e arrondissement, il y aurait probablement des choses à faire, avec, on s'oriente, ce qui serait assez important, je pense, du point de vue de la sociologie économique, pour prendre les choix de créneaux, les transmissions de patrimoine, etc. Enfin, bon. Mais bon, c'est des sujets où la petite bourgeoisie, en général, n'intéresse pas beaucoup, sauf lorsque c'est une petite bourgeoisie en relation avec une clientèle, etc., travailleurs sociaux, etc. Mais il y a tout un ensemble de couches de la petite bourgeoisie qui n'intéressent personne, enfin, qui ont peu de chances d'être l'objet de thèses. Alors, inversement, les étudiants viennent souvent avec des demandes sur des questions de genre, de sexualité, enfin, moi qui dépasse mes compétences en matière de, je sais pas, des sujets LGBT, etc., des sujets, enfin, vraiment pour moi d'un exotisme considérable et qui semblent passionner vraiment. Voilà, c'est ce genre de choses, sexualité, genre. Bon, il y a aussi tous les intérêts autobiographiques où des enfants d'immigrés de deuxième génération, etc., peuvent s'intéresser évidemment à la question de l'immigration. Ou la fameuse question des transclasses aussi, non, ça c'est très à la mode, non? Oui, voilà. Voilà, alors pourquoi c'est à la mode? Parce que c'est une objection contre le prétendu déterminisme sociologique, donc on va montrer qu'au fond il y a beaucoup d'exceptions et qu'on ne peut pas rendre compte de ça et que c'est des individus singuliers, voilà, donc ça peut titiller beaucoup. Donc il y a incontestablement il y a des modes. Oui, parce que ce que l'on dit à un moment avec mon camarade Raphaël De Santi, là, dans notre petit dialogue sur Bourdieu, je crois qu'il a une note à ce sujet. Il rappelle que, en fait, la notion de transclasse n'est pas vraiment novatrice parce qu'avant, il y avait quand même ce vieux concept de la mobilité sociale. Donc finalement, c'est pas extrêmement novateur, quoi. Oui, personne n'a jamais dit qu'il y avait de père en fils, enfin, à l'identique. Et alors justement, est-ce que tu apprends à tes étudiants à te méfier des modes intellectuels ou pas? Ah ben oui, j'espère. Et plutôt à les chercher, à leur demander de chercher des sujets peut-être qui ne sont pas à la mode. Oui. D'en faire quasiment un réquisite de méthode. Oui. Bon, je ne fais pas de prêche non plus en disant mes enfants, c'est fou. Oui. Ça aurait un effet contre-productif. J'espère par un certain style, une certaine manière de parler, de penser, prémunir contre ça. Peut-être que je m'abuse, mais bon.
Voilà. Et est-ce qu'il y a déjà eu une sociologie des modes intellectuels, justement Sociologie des modes intellectuels, je ne vois pas trop oui. quoi ça qu'est-ce que ça serait. Mais enfin, d'une certaine façon, je pense au petit livre Le café du commerce des penseurs, oui. à laquelle j'ai consacré la séance numéro 4. D'une certaine façon, tu l'as fait un petit peu dans ce petit livre. Quand tu parles de la mode du risque, quand tu parles de la mode de l'individu dans les années 80, et tu reconstitues ça de façon assez précise. Oui. Et d'une certaine façon, oui, je suis en train de me dire, en me posant la question, que tu proposes dans ce petit livre une sorte de sociologie des modes intellectuels des années 80-90. Oui, hein. oui. Je pense qu'on peut, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça, oui. Oui, ou des auteurs. Les auteurs aussi obéissent à des modes. Oui. Par exemple, Zimmel est redevenu à la mode, mais maintenant ça commence à dater un peu, je ne sais pas où ça en est. Mais, oui, alors là, je ne sais pas trop non plus. Tarde, oui. Voilà, des auteurs, des retours, des gens, si je vais dire aujourd'hui, je ne sais pas, en sociologie, des marxistes qui pensent que un auteur comme Mikhail Boravoy, c'est un auteur essentiel, etc. Ou Andrew Abbott, aussi un auteur américain qui est très, très, très fameux en ce moment. Oui. Je pense qu'il y a un effet de mode. Mais oui, en réalité, ce n'est pas tellement les auteurs que vous étudiez, c'est les citations d'auteurs, voir les fréquences de citations chez les étudiants, etc. Oui. L'horizon mental des références des étudiants, ils ont entendu parler de tel autre, ils pensent que Howard Baker était très Howard Baker, oui. Voilà. Et Bourdieu, tiens, justement, puisqu'on en parlait, il n'a jamais vraiment été à la mode, ou donc il n'est jamais vraiment passé de mode non plus. 20 ans après sa mort, à la bourse des valeurs, si j'ose dire, il est quand même resté très stable. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Je pense que c'est compliqué, je pense qu'il faudrait étudier des univers différents. Bourdieu à l'école des hautes études, Bourdieu et le public du Collège de France, dans la presse, on ne peut pas dire qu'il était à la mode. Quand on voit la revue de presse en 2002, lorsqu'il meurt, c'est accablant. Enfin, il est fusillé, post-mortem par un grand nombre de journalistes ou d'intellectuels qui publient dans ces revues. Alors aujourd'hui, à travers des entretiens que j'ai faits, je me suis rendu compte qu'il avait acquis un statut de classique. Au bon sens et au mauvais sens du terme. Enfin, un classique, c'est quelqu'un qu'on doit lire. Quelqu'un qu'on doit lire, bon, c'est bien, mais en même temps, un classique, c'est quelqu'un qu'on doit lire parce qu'il faut bien le lire, un devoir parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, voilà, ça fait partie de la culture comme ça, mais on n'est pas tenu d'adhérer. Voilà, on lit Bourdieu comme on lit Max Weber, comme on lit Marx, comme on lit Durkheim. Bonne volonté culturelle. Bonne volonté, voilà, savante. Je pense qu'il est largement devenu un classique. Oui, parce que je crois que c'est le sociologue le plus lu et le plus traduit dans le monde. Hein. Oui. Même pas le sociologue français, hein, le sociologue tout court. Oui. Donc effectivement, bon... alors, il faut avancer, je regarde l'heure en même temps. Alors, P comme projet. Alors, quels sont tes projets? Est-ce que tu as encore des choses à dire sur la sociologie des intellectuels ou de la philosophie, par exemple, ou bien est-ce que, bon, là, tu estimes que tu as fait le tour de... Par exemple, tu as publié il y a quelques années un petit article dans la revue Savoir Agir sur les intellectuels de luxe, par exemple. Donc là, j'ai vu que tu avais encore des choses à dire. Est-ce que, voilà, tu as des projets? Voilà. Quels sont tes projets actuellement? Oui, d'une certaine manière... je continue à m'intéresser à cette question-là. Les intellectuels de luxe, c'est des intellectuels ni médiatiques, comme Bernard-Henri Lévy, ni savants, comme un certain nombre de gens dont les noms souvent ne sont pas connus du grand public. Voilà. Donc c'est des gens qui sont très très en vue, mais qui sont présumés avoir une qualité intellectuelle bien supérieure à celle à la fois des intellectuels médiatiques et des savants. Voilà.
Donc voilà, je m'intéresse un peu à ça, et c'est pourquoi je travaille un peu sur les lectures, justement. Oui, je crois que tu as un projet actuellement sur sur la sociologie des lecteurs d'essais de sciences humaines, c'est voilà, ça? c'est ça. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots? Oui, c'est essayer de voir ce que les gens lisent, ce qu'ils retiennent, et quel est le rapport, au fond, entre des lectures tout à fait ordinaires de gens comme ça que je rencontre, et puis ce qui est justement vu, ce qui constitue l'actualité éditoriale, officielle, dont on parle dans les médias. Et voilà, j'ai découvert, c'est peut-être très très naïf, et c'est certainement de ma part, c'est que souvent les gens ignorent des vedettes, le nom même de vedettes qui figurent dans les magazines, dans les revues, qui sont censés être les arbitres des élégances intellectuelles. Je sais pas, je vais prendre l'exemple récemment, le dernier entretien que j'ai fait, je me dis, vous connaissez Alain Badiou, vous connaissez François Julien, voilà. Ces gens-là sont... vous regardez le catalogue de la revue, des éditions La Fabrique, il est question de ces gens-là. Oui, voilà. Il faut des gens comme Frédéric Lordon aussi, peut-être dans le même genre. Oui, aussi, oui. Non, il n'a pas connu tout le monde. Ouais. Il est connu de certains. Je ne vais pas dire non plus qu'ils sont sûr. totalement inconnus de tout le monde, c'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, donc on a une idée différente. D'accord. Alors, une question sur la sagesse. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre entretien, donc on va élever le niveau, non pas qu'il soit bien bas depuis le début, je ne pense pas. Mais alors, ça c'est une question qui m'intéresse aussi, la question de la sagesse en sociologie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la sociologie débouche sur une forme de sagesse face aux lois et aux effets de champ du monde social? Donc, et ma question c'était, ce savoir statistiquement banal, finalement, particulièrement pour un intellectuel et un philosophe, est-ce que c'est pas une condition de la sagesse? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de sagesse qu'on pourrait tirer de la sociologie, en fait? Oui, parfaitement. Je pense que les doctrines philosophiques courent le risque, je ne vais pas les rejeter non plus de manière globale, courent le risque d'en rester à des généralités, à des abstractions. C'est un reproche que faisait déjà Durkheim. La philosophie toujours pêche par abstraction, c'est-à-dire parle d'un homme éternel, mais c'est personne, cet homme éternel. La sociologie permet de parler d'un tel et un tel en fonction d'un certain nombre de caractéristiques qui sont analysables. Voilà, donc elle permet, je pense, à chacun de se voir comme il est et de s'accepter comme il est, non pas en l'accusant, en disant tu n'es que ceci, etc., mais en disant bon, ben, je suis ce que je suis parce qu'il y a des causes qui ont fait que j'ai été produit comme ça et que je ne suis pas un autre. Chez moi, je ne suis pas un autre. Voilà. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'à partir de là, on s'arrête. On peut contrôler les choses en soi, mais en tout cas, on ne peut pas s'inventer comme ça, ex nihilo, à partir de rien, en disant je suis le produit de ma volonté. Voilà. Oui, non, je pense qu'il faut insister sur ce côté libérateur, effectivement, de la sociologie, moi, que j'ai trouvé dans tes livres, notamment tes livres sur les philosophes et les professeurs de philosophie, moi, qui ont vraiment constitué une libération pour moi et qui m'ont vraiment fait, pour le coup, comprendre beaucoup de choses que sans doute j'aurais pas pu comprendre par un autre biais, je pense. Tes livres et ceux de Bourdieu, effectivement, m'ont vraiment, là je parle à titre personnel, ont vraiment, je pense, m'ont apporté plus de sagesse que beaucoup de philosophie, et c'est pour ça qu'en fait j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les philosophes sont aussi rétifs à la sociologie. Voilà, mais
il devait y avoir quelque chose dans mon parcours ou dans ma disposition qui explique oui, ça. Parce que la volonté de savoir n'est pas universellement répandue non plus. Pas forcer les gens à se connaître. Ça dépend effectivement d'une... Mais il y a un certain... Enfin, je trouve qu'il y a un plaisir un peu irremplaçable de la lucidité quand même. Et même de l'honnêteté tout simplement, dire voilà, enfin, de ne pas être dans la dénégation par rapport aux lois du monde social, quand on est un intellectuel, quand on est un philosophe, quand on est un professeur de philosophie, et ça c'est vrai que j'en suis vraiment très redevable à la sociologie, et notamment à ton travail. Voilà, donc je voulais apporter mon témoignage pour exhorter mes collègues, notamment professeurs de philosophie, à lire Louis Pinto, je le redis une dernière fois pour cette saison, il faut, chers collègues, lisez absolument La vocation et le métier de philosophe, vous apprendrez beaucoup de choses sur vous. Alors, une dernière lettre de l'alphabet, W comme woke. Alors là, tu n'as pas pris de position publique dans la presse ou autre sur les récents débats et polémiques donc, autour de l'essor du mouvement woke dans certains secteurs de la vie académique. Bon, on sait que tu es un rationaliste, tu es un universaliste, tu es un homme de gauche, tu es rétif au mode intellectuel, on l'a vu, et au phénomène d'engouement en général. Et donc, on peut penser que ce mouvement n'a pas tes faveurs. Pour autant, on ne pourrait pas non plus te retrouver pour tout un tas de raisons dans le camp conservateur. Donc, ma question c'est, peut-on être de gauche et être, alors entre guillemets, anti-woke, sans être renvoyé aux gémonies du camp conservateur ou réactionnaire? Et est-ce qu'on ne peut pas rappeler que Bourdieu lui-même, il y a plus de 25 ans, dans les Méditations pascaliennes, critiquait les illusions de ce qu'il appelle le radicalisme de campus. Mais quand j'ai préparé cette question, tu m'as dit aussi, moi je pense que c'est une question qui est mal posée. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous recadrer cette question? Oui, alors je commence par... souvent on se trouve exposé à des alternatives qu'on n'a pas choisies ou qui n'évoquent pas grand-chose. Ici, en l'occurrence, très souvent, l'alternative entre un radicalisme de campus, un radicalisme chic, un verbalisme radical, et puis un conservatisme politico-intellectuel. Donc, on est un peu terrorisé lorsque, par exemple, il y a ce colloque qui a eu lieu à la Sorbonne récemment, présidé par le ministre. On était en quelque sorte sollicité de se manifester pour rompre avec des extravagances inconcevables et puis rejoindre le camp, au contraire, des gens raisonnables qui... je trouve qu'un signe de liberté intellectuelle, c'est de pouvoir dire « je ne me reconnais pas dans cette alternative ». Voilà, il faut faire l'inventaire, il faut voir d'abord de quoi on parle, de quoi il s'agit, de quoi il est question, mais inventer ce mouvement woke, alors je ne sais pas exactement la paternité de qui c'est, ou contre le woke, etc. Je ne sais pas. Bon. Alors, si je comprends bien, le mouvement woke, c'est le wokisme, alors ça ne veut pas dire grand-chose, le mouvement woke veut dire, c'est une espèce de slogan qui signifie attention, sois vigilant, n'accepte pas, sois vigilant, c'est pas, en soi, c'est pas un précepte scandaleux. On peut se rendre compte qu'on a accepté jusqu'à présent des choses qui étaient inacceptables. Alors, bon, c'est souvent lié, on fait le lien en tout cas souvent avec la cancel culture. Voilà, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remettre en cause certains fétiches, je ne sais pas, la statue du maréchal Bugeaud. Alors, j'étais en Algérie, dans un lycée qui était le lycée de la Mauricière. Personne n'avait l'idée de s'occuper de
savoir qui était le général Lamoricière. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a pacifié l'Algérie avec des méthodes un peu musclées. Ne parlons pas du maréchal Bugeaud, qui avait donné son nom à un lycée d'Alger. Maréchal Bugeaud a pacifié l'Algérie en brûlant des villages, en faisant des choses horribles. Bon, on peut reparler de ça. Ça ne veut pas dire que c'est notre affaire qu'il faut se flageller tous les matins. Mais bon, on peut parfaitement évoquer ces choses-là. Mais cela dit, je pense qu'il faut éviter de faire justement du prêche, du sermon, etc. Ce qui me semble bon, je dirais aussi la même chose pour un problème qui n'est pas toujours mis du même côté, c'est par exemple le problème de la Shoah. Oui. Voilà, c'est intéressant que ce soit mis dans un autre univers, alors que c'est un peu j'essaie d'enseigner aux gens, il ne s'agit pas de culpabiliser, parce que je pense qu'il n'y a pas de pire pédagogie que celle qui consiste à culpabiliser, que certains ont tendance à faire dans les campus américains, tu es un raciste parce que tu n'as pas fait ça, ou tu as dit ça, etc. C'est tout à fait grotesque et oui, vraiment contre-productif. Et par contre, je pense qu'effectivement, un travail d'information objectif, enfin en plus les faits parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, quand à propos de la Shoah, vous dites ce qui s'est passé, c'est pas la peine de dire c'est scandaleux, il suffit de le dire. Et de même pour le colonialisme, dire voilà, les défenseurs de la cause, des gens qui critiquent le colonialisme, au fond, leur travail consiste tout simplement à montrer ce qu'il en a été des taux de scolarisation pour ceux qu'on appelait les indigènes, réfléchir d'ailleurs sur les mots, on appelait ces gens-là comment, quel était leur statut juridique, civil, etc. Donner tout un travail d'information sur ce qu'était la colonisation. Et pas dire je suis pour, je suis contre, on a construit des routes et tout ça, enfin, c'est des débats débiles. Voilà. Voilà, et puis il y a d'autres termes comme ça. Oui, l'intersectionnalité. Bon, l'intersectionnalité se présente souvent sous la forme d'une manière de mettre en avant une variable en disant c'est le genre, mais non, c'est pas le genre, c'est la race. Alors c'est des luttes de variables en quelque sorte. Avant il y avait des luttes de classe, maintenant c'est des luttes de variables. C'est toujours mieux que des variantes. Voilà. Mais la sociologie fait ça depuis des décennies. Enfin, il me semble qu'on travaille avec des variables différentes, qu'on essaye de voir le poids de chacune, l'articulation entre elles, etc. On n'a pas besoin d'inventer la Lune pour des problèmes qui sont pratiquement aussi anciens que la sociologie. Voilà. Alors je sais que si je dis ça, ça sera très mal pris par certains, en disant tu n'as rien compris, il s'est passé des choses terribles ou très nouvelles depuis 5 ans. Hein, parce que plus souvent ça va de pair avec un horizon temporel très restreint. Hein. Il se serait passé, disons, des choses décisives depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, maximum 10 ans. Non, la sociologie c'est un peu plus ancien que ça. Voilà, on peut reprendre des exemples concrets et puis le montrer. Oui, c'est bien. Donc, sortir un peu du cadre et de l'alternative. Ça me faisait penser à ce que disait Bourdieu sur les sondages, quand il disait que le problème quand on réfléchit sur les sondages, c'est qu'on réfléchit en termes de pour ou contre, qui est déjà une question de sondage. Donc c'est un petit peu sortir du cadre, quoi. Oui. Bon, alors je te remercie. Alors, on a terminé notre abécédaire. Alors pour finir, j'ai un petit rituel, vous le savez, pour ceux qui sont aux conférences ou qui les regardent sur YouTube, j'ai un petit rituel bibliographique à la fin où je donne la liste d'un certain nombre de livres sur lesquels je me suis appuyé pour ma conférence. Alors là, j'ai demandé à Louis de me faire une bibliographie, non pas de sociologie, mais de littérature. Quels sont ses livres de chevet, voilà, quels sont les livres qu'il aime bien. Alors je vais les passer en revue très rapidement avec lui, voilà. Parce que un sociologue, ça ne dit pas forcément que de la sociologie toute la journée. Ça pourrait aussi avoir, justement, on parlait de l'émotion tout à l'heure, un goût pour la littérature et pour les arts.
Alors, tu as commencé avec Stendhal, Le Rouge et le Noir. Je crois que tu m'avais dit lors d'un déjeuner il y a quelques mois que tu l'avais relu récemment. Moi, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas relu. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé quand tu as relu Le Rouge et le Noir? J'ai été émerveillé par le style qui est très sec, laconique, rempli d'humour. On retrouve l'humour. Oui. Et un regard sociologique extrêmement fin, avisé. Voilà. Et que dire d'autre? Bon, l'histoire évidemment de ce personnage est tout à fait intéressante, puisque c'est l'histoire de l'ascension d'un homme parti de rien, ce qui peut parler à un certain nombre d'intellectuels en fonction de leur origine sociale, et la découverte de l'amour, les illusions où on ne sait pas la frontière entre est-on amoureux ou croit-on qu'on l'est parce qu'on a intérêt à l'être. Voilà, les questions de cet ordre-là qui sont posées. Mais alors, c'est difficile de répondre comme ça parce que quand on admire, enfin on lit ça, on admire tel passage de 3 lignes, on dit c'est formidable, et puis après on oublie un peu, enfin oui. Il faudrait souligner et puis dire voilà. Voilà. D'accord. Alors le suivant, effectivement, à la recherche du temps perdu. Donc, on est dans une année Proust. Hein. La semaine dernière, dans une causerie littéraire, il y a Antoine Compagnon qui est venu vous parler. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous étaient là de Proust. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans Proust? Moi aussi, je suis en train de relire pour la 3e fois La recherche du temps perdu. Là, je suis un passionné de Proust, je ne te le cache pas. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans Proust? C'est le Proust sociologue. On se souvient que Bourdieu disait que c'était un très très grand sociologue. Et je pense qu'il a même anticipé de façon intuitive sur beaucoup de concepts de Bourdieu. Oui. Proust est un sociologue des pratiques symboliques de distinction. Enfin, on le voit puisqu'il prend des aristocrates qui vont devenir un peu en déclin, et dont les stratégies diffèrent beaucoup de celles de personnages en ascension, incarnés évidemment par le couple Verdurin, et notamment Madame. Voilà. Et puis il y a aussi toute une petite bourgeoisie, la description des gens qui détiennent beaucoup de capital culturel, comme Swann, qui est un homme extrêmement raffiné, et comme ça arrive dans la vie, qui va s'amouracher d'une femme qui est nettement au-dessous de lui, Odette de Crécy, enfin, voilà. Donc il y a tout ça, enfin tous ces personnages. Alors on retrouve, moi je trouve qu'il y a des anticipations de Proust dans le roman russe, par exemple chez Tolstoï. Ça, il y a des descriptions tout à fait extraordinaires. Mais c'est un ensemble, c'est une œuvre d'art, c'est-à-dire il y a en même temps le style. Et puis l'humour aussi, on peut le dire. C'est souvent très très drôle. Et moi, ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait faire un travail sur Proust et Bourdieu, montrer comment Proust anticipe la conceptualité bourdieusienne. Moi, ça me frappe beaucoup quand je le relis. Oui. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, je ne sais pas. Oui, c'est une très bonne idée. Enfin, merci. Alors, il y a eu un livre sur Proust sociologue, oui, de Jacques Dubois? Non, il y a Jacques Dubois et puis Catherine Midou. Ah, d'accord, ça je connais pas. Oui, où elle met à plat enfin, tout ce qu'il y a de sociologique, les matériaux, les personnages, etc., les lieux. Voilà, il y a une exposition Proust d'ailleurs oui, au musée Carnavalet. Il y avait un truc conseiller. très intéressant, c'était la géographie des personnages de Proust. On voyait dans quel coin ils habitaient, tout ça, c'était très très bien fait. L'exposition Proust aussi encore pendant quelques semaines au musée Carnavalet, le Paris de Proust. J'y suis allé moi aussi, c'est vraiment très bien. Alors, on doit avancer malheureusement, je regarde le temps. Alors, Gérard de Nerval, les poésies de Nerval, alors là... Souvenirs d'enfance, je lis pas tous les soirs, je dois dire, mais bon, je me suis dit, qu'est-ce que... Voilà, une sélection... c'est le seul poète que tu as mis dans les... Oui, c'est bon. Enfin, c'est vraiment celui comme ça qui te... Je lis pas de la poésie quotidiennement, les poètes c'est très épisodique,
il y a des poètes qui ne me parlent pas trop, comme Mallarmé. J'ai toujours préféré Baudelaire ou Rimbaud. Et Nerval, je trouve que Les Chimères, c'est un bijou, parce qu'il y a une quinzaine de poésies qui sont parfaites. Voilà, c'est ça qui est... Pour moi, ça avait été une découverte il y a longtemps. Mais je continue à penser que c'est... T'as raison. C'est vrai que Nerval est un peu le grand oublié. Hein. On dit souvent Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, mais on oublie souvent Nerval. Hein. C'est vrai, donc c'est bien de... Relisons Nerval, voilà, d'ailleurs, ça me redonne envie de lire Nerval. Alors, Pierre Michon, Vie minuscule. Tu peux nous dire un petit mot? Là, moi, je dois dire honnêtement, je ne connais pas. Là. Je connais deux noms. Hein, il faut le lire, voilà. Il faut le lire parce que Vie minuscule, parce qu'il parle de personnages très humbles, insignifiants de la province, région rurale, etc. Et il décrit ces personnages avec un soin et une méticulosité qu'on n'applique d'ordinaire qu'à des gens socialement plus élevés. Et en même temps, il le fait sans aucun populisme, hein, pas du tout. Pas pour les réhabiliter, mais il consacre tous ses talents d'écrivain, qui sont grands, parce qu'il écrit très très bien, à parler de personnages qui sont hors champ littéraire généralement. Voilà, je préfère, je parle de personnages humbles, je préfère 20 fois Michon, par exemple, à Annie Ernaux. Je dois l'avouer. Alors Miette, c'est un peu la même chose. C'est Pierre Bergogneau. Le Pierre Bergogneau. Voilà. On peut peut-être préciser, tu m'avais dit que Bergogneau, tu avais été à l'école normale avec lui en fait, et que vous êtes retrouvés 30 ans après, c'est ça? Voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans un peu la même chose que pour Michon. Je l'ai trouvé très 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 proche. Ils sont d'ailleurs très proches. Et alors, un écrivain russe dont je dois dire que je ne le connaissais pas, Yuri Tinianov, le lieutenant Kijé. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur pourquoi ce livre t'intéresse? Alors, en réalité, je l'ai amené ici, le lieutenant Kijé, il y a un recueil, dans la traduction française, de 3 textes de lui. Oui, j'ai vu en grand format, effectivement. Qui s'appelle Une Majesté en cire et Mort de Pierre le Grand. Voilà. Donc c'est un style éblouissant. Et quoique évidemment c'est traduit du russe, mais je trouvais que c'était traduit d'une manière telle que moi qui ne connais pas le russe, je trouve que c'est à soi seul déjà cette traduction française quelque chose de bouleversant. Et puis c'est un homme extrêmement subtil qui parle de cette... Le lieutenant Kijé, c'est un homme qui n'existe pas, mais que la bureaucratie de l'armée a enregistré, donc il faut le faire exister, il va falloir le faire défiler, etc. Donc on est en plein grotesque. Voilà. Quant à la mort de Pierre le Grand, oui, Majesté en cire, je ne sais plus, c'est la mort du tsar, c'est décrit... C'est un auteur du 19e siècle ou du... Tinianov, non, 20e siècle. 20e siècle, il a dû vivre sous le stalinisme, mourir probablement, je ne me rappelle plus, c'est pas... Il faisait partie du cercle des formalistes russes, donc des gens qui analysaient la littérature, mais en même temps lui-même écrivait. C'est un type qui me semble d'une importance majeure. Voilà, écoutez, oui, moi j'aurais découvert, je te remercie, l'existence de cet écrivain grâce à toi. Et pour terminer encore un russe, Tchekhov, et en particulier le théâtre de Tchekhov. Là aussi pour le côté un peu sociologique sans doute ou... Oui, et puis l'humeur. C'est un homme, je dis souvent, j'aurais pas voulu connaître la plupart des écrivains que j'admire, parce qu'il devait être très emmerdant. Proust, par exemple, devait être insupportable. Mais Tchekhov, j'ai l'impression d'un grand frère, quelqu'un que j'aurais vraiment voulu connaître, parce qu'il a un regard sur les gens, etc. Voilà. Donc, relisons Tchekhov. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Ainsi s'achève la saison 4 de l'Université populaire d'Issy-les Moulineaux, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une saison 5 consacrée à l'œuvre d'Emmanuel Faye,
philosophe Emmanuel Faye, que je vais inviter aussi d'ailleurs, et sur le thème donc nazisme et philosophie à partir de Heidegger et Hannah Arendt. Voilà, mais ça, on en reparlera l'année prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Je regrette qu'on n'ait pas pu un peu dialoguer. Ah oui, je suis vraiment désolé, mais on n'a vraiment pas le temps. Bon, donc ça je comprends.